avec la mise en œuvre du projet asphaltage phase 1, chaque habitant de Cotonou, chaque visiteur de Cotonou a vu l'amélioration notable que cela a provoqué. Et la facilitation de la mobilité s'en est suivi, autant que l'embellissement de la ville. Et le président de la République a annoncé à l'opinion, quand il briguait ce second mandat, et c'était inscrit dans son programme de campagne, il a annoncé qu'à la fin du quinquennat 21-26, une ville comme Cotonou serait totalement assainie. Cet assainissement passe donc par la mise aux normes des voies, les conduites d'eau, les caniveaux et autres. Les travaux préalables, je veux dire, ont été menés pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet asphaltage. Et pourquoi ces nouveaux travaux? Ceux-ci viendront conforter les acquis du projet asphaltage, aussi bien de la phase 1 que de la phase 2. Mais à quand débutent les travaux? Vous voyez, le gouvernement a un souci d'optimiser sur la disponibilité des entreprises, des équipements, et aussi de s'organiser pour réduire au maximum les désagréments que ce genre de travaux, légitimement, peuvent créer aux usagers de nos voies. Comment faire donc en sorte que ces travaux-ci, qui concernent la traversée de Cotonou et sur 64 km en sens aller-retour, quand vous voyez tous les axes qui ont été énumérés, comment faire en sorte que ces travaux puissent se mener, que les travaux de la phase 2 d'asphaltage puissent se mener, sans pour autant que l'on ait trop de difficultés à circuler dans Cotonou. En cherchant les solutions pour faire au mieux, le gouvernement a décidé de repousser un peu le démarrage du projet asphaltage phase 2 que nous avions annoncé pour fin décembre 2022. Et là, ce projet va pouvoir, en sa phase 2, se mener pratiquement au même moment que la réhabilitation et l'aménagement des voies de traversée de Cotonou, ce qui nous porterait, sachant que si pour asphaltage nous avons fait les formalités préalables qui sont en cours de finalisation, pour ce nouveau chantier, donc la réhabilitation et le réaménagement des voies de traversée de Cotonou, en est comme en ouest, là maintenant, les diligences nécessaires vont être engagées et vont s'achever d'ici à 3 mois, de sorte que à fin mars 2023, courant avril 2023, aussi bien ces travaux que la phase 2 de l'asphaltage démarreront. Et à la fin, le constat que nous ferons, c'est que la ville se sera effectivement transformée. Voyez les axes qui sont répertoriés pour être impactés. Et vous comprenez bien qu'ajouter à tous les autres axes ou tous les autres segments de la ville qui bénéficieront du projet asphaltage. Et là encore, on n'a pas évoqué du tout le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui a aussi son pendant d'assainissement et d'aménagement de voies. Quand tout ça sera fait, nous aurons donc une ville littéralement transformée. Et puis, vous avez une question incidente. Au regard de son importance, est-ce que la place de l'Étoile Rouge ne devrait pas bénéficier d'un échangeur? Bien, vous savez que ce gouvernement, il a la particularité de ne pas faire dans le populisme, de ne pas faire des annonces pour le plaisir de les faire. Cela n'a pas été prévu au programme d'action du gouvernement 21-26. Mais sans aucun doute, les spécialistes et les usagers se disent que dans un futur, à moyen ou à long terme, il faudra peut-être d'autres types d'aménagements. Mais dans l'immédiat, on voit le niveau de dégradation qu'il y a autour de la place de l'Étoile Rouge. Il suffit de prendre par là pour s'en rendre compte. Et c'est pour ça aussi que la thérapie immédiate du gouvernement prend en compte les axes qui convergent vers cette place afin que, autant que ces axes-là, l'alentour soit totalement réhabilité. Donc, dans l'immédiat, voilà ce qu'il est prévu de faire. S'agissant des recrutements annoncés dans le secteur de la justice notamment, oui, 100 nouveaux auditeurs de justice. Faisant suite
à la dernière campagne de recrutement pour laquelle nous avions prévu là aussi 100 et où nous avions eu un peu plus de 90. Ajoutez à cela, vous avez évoqué les 150 fonctionnaires de douane qui seront recrutés, les 100 pour les eaux et forêts. Tout cela se justifie par la volonté du gouvernement, de donner de l'emploi décent à nos concitoyens qui en remplissent les conditions, mais aussi pour les différents corps que vous avez cités, de renforcer les effectifs pour leur permettre de faire bien le travail qui leur incombe. Par le passé, lorsque les fonctionnaires de la justice, et particulièrement les magistrats, se plaignaient ou allaient en mouvement, il y avait certes des questions de revendication liées aux conditions de vie, mais il y avait aussi souvent des revendications liées aux conditions de travail. Ils n'étaient pas en grand nombre, les dossiers s'entassaient, le délai de reddition des décisions de justice s'allongeait, alors même que la Constitution de notre pays prescrit que les décisions de justice doivent intervenir dans des délais raisonnables. Donc le gouvernement fait tout ça pour vivifier le corps de la justice et permettre un fonctionnement optimal au service de nos concitoyens. Et c'est là où je pense que vous devriez de temps en temps faire justice à ce gouvernement. Lorsqu'il a fait des réformes majeures, comme par exemple le retrait du droit de grève pour mettre les gens au travail, il a dit qu'il serait proactif dans la satisfaction des besoins des travailleurs. Et là, vous aurez observé, il n'y a pas eu de mouvement de grève. On a fait une première vague de recrutement pour laquelle on voulait 80 et il n'y avait eu que 12 qualifiés. Je fais la parenthèse pour dire que 12 sur 80, cela laissait possiblement 68 places de disponibles que s'il n'y avait pas eu les réformes pour la transparence dans les concours, en d'autres temps, d'autres se seraient dépêchés de remplir les 68 places en les distribuant à des personnes qui leur seraient proches ou à des militants. Nous n'avions pas fait cette option. Après, nous avons lancé pour 100 et nous avons eu, comme je vous ai dit, autour de 90. Et là, voilà encore une nouvelle vague pour en recruter 100 autres. Donc, voilà autant d'efforts que le gouvernement fait sans avoir à attendre qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des revendications. Et dans tout ça, ce qu'il importe aussi de souligner, c'est la transparence dans l'organisation des concours. Faire en sorte que les meilleurs, ceux qui méritent, soient ceux qui obtiennent les places ouvertes. Et c'est l'engagement de ce gouvernement. Et je peux vous certifier qu'à l'occasion de cette décision, le président de la République s'est fait fort de rappeler à nouveau aux membres du gouvernement qu'il faut faire en sorte que ces recrutements obéissent au même niveau de transparence que ce que nous avons eu à organiser depuis 2016. Et donc, il faut demander à nos parents, à nos frères, à nos concitoyens qui remplissent les conditions de bien se préparer pour que, une fois le concours organisé, ils puissent être parmi les 100 qui obtiendraient les places ainsi mises en jeu. Est-ce que l'État gagnerait à couler des entreprises privées qui sont sur la place et qui marchent, vaille que vaille, même si nous avons souvent à redire sur la qualité des prestations? Non. En travaillant à l'avènement de ce troisième réseau, et là aussi, c'est la concrétisation d'une promesse de campagne du président Patrice Talon. Le retour de l'État après l'assainissement, après les investissements massifs pour déployer plus de 2000 km de fibres optiques dans le pays afin de favoriser l'avènement du haut et du très haut débit. Et je peux vous dire que tout est en cours pour la deuxième phase de ce projet en vue de déployer à nouveau de la fibre optique. Après tout cela, les conditions infrastructurelles sont remplies pour favoriser de meilleures performances, de meilleurs services de la part des opérateurs. En intervenant à nouveau dans ce secteur, l'État veut jouer un rôle moteur. Et vous avez noté que l'ASBIN a lancé le premier opérateur global qui offre tous les services à la fois. Donc vous pouvez aller là-bas aujourd'hui et solliciter tel ou tel service que vous aurez. Il s'agit de jouer un rôle moteur pour inciter les acteurs qui y sont déjà
à davantage d'efforts en vue de la satisfaction optimale des clients, des usagers, des Béninois. Et que, par-delà, tous ceux qui viennent dans notre pays puissent bénéficier de services de qualité optimale dans le secteur des GSM. C'est tout. Mais il ne s'agit pas de livrer une concurrence déloyale ou d'affaiblir ceux qui sont déjà sur la place. Ceux qui sont sur la place et qui sont des privés, ils emploient des Béninois. L'État à lui seul ne saurait employer tout le monde. Vous ne le savez que trop. Donc, on protège aussi bien leurs entreprises que nous protégeons les intérêts de l'ensemble du peuple béninois.